dans la cour animée d'un orphelinat défraîchi au mur ocre, un homme en boubou blanc immaculé avance lentement avec une canne blanche, des lunettes noires cachant son regard perçant. Les enfants jouent au ballon rouge poussiéreux, s'arrêtant pour le dévisager, tandis que le ventilateur grinçant du bureau administratif peine à brasser l'air chaud. L'homme, Kofi Mensah, milliardaire discret, parle d'une voix posée au directeur. « Ici, je veux aider, mais sans pitié, sans caméra. Traitez-moi comme un aveugle simple. » Le directeur, transpirant dans sa chemise trop serrée, hoche la tête, intrigué par cet inconnu qui sent le parfum de luxe et la poudre de talc. En sortant, Kofi incline la tête, effleurant le mur pour jouer son rôle, mais un bref sourire rusé éclaire ses lèvres. La comédie commence. En fin d'après-midi, le soleil décline derrière les immeubles délavés du quartier populaire d'Adjamé et un petit maquis en tôle ondulé vibre au rythme d'un vieux coupé décalé, crachoté par une enceinte fatiguée. Assis à une table en plastique bleu, Kofi, toujours en lunettes noires, sirote une bière bien fraîche pendant que la serveuse, Aïcha, en pagne colorée et tresse relevée, dépose un plat d'attiéké poisson en souriant. « Tonton, faut goûter, même si tu vois pas, tu vas sentir que c'est bon. » lance-t-elle en riant, ses bracelets tintant à chaque geste. Kofi, touché par sa simplicité, répond doucement « C'est ta voix qui a déjà du goût, ma fille. » Au fond du maquis, 3 jeunes en t-shirt trop large l'observent, échangeant des regards méfiants en voyant sa montre de luxe briller sous les néons jaunâtres. La nuit est tombée, la ruelle poussiéreuse derrière le maquis est éclairée seulement par un lampadaire vacillant et la lueur des braises d'un vendeur de brochettes. Kofi avance prudemment avec sa canne, feignant d'hésiter entre les flaques d'eau sombre, tandis que les 3 jeunes le suivent à distance, leurs silhouettes se découpant contre les murs tagués. L'un d'eux, Blaise, siffle « Et le vieux, donne seulement ta montre, on va t'aider à rentrer. » Kofi tourne légèrement la tête, écoute le froissement de leurs sandales, puis répond calmement « Je suis aveugle, pas sourd, petit frère. » En un éclair, il lâche sa canne, bloque le bras de Blaise, le tord et le plaque contre le mur, ses mouvements précis trahissant un entraînement discret, pendant que les 2 autres reculent, surpris par la vitesse du prétendu infirme. Toujours dans l'ombre de la ruelle, la tension monte alors que Blaise gémit, la joue écrasée contre le ciment rugueux, tandis que la fumée des brochettes et l'odeur d'essence flottent dans l'air lourd. « Tonton, calme-toi, on blaguait seulement !» crie un des complices, levant les mains, ses yeux brillants sous la lumière tremblotante. Kofi, le souffle maîtrisé, murmure à l'oreille de Blaise. « Toi, tu as faim de quoi? D'argent ou de chance ?» Devant leur peur sincère, il relâche le jeune, ramasse sa canne et glisse un billet froissé dans la main de Blaise. « Va manger et ne touche plus jamais un aveugle », conclut-il avant de s'éloigner, laissant les garçons se regarder, honteux et impressionnés. Le lendemain matin, dans la grande villa moderne de Cocody aux murs blancs et au portail automatisé, la lumière filtrant par les baies vitrées éclaire un salon luxueux rempli de masques baoulés et de sculptures en bois sombre. Kofi, en chemise simple et pantalon en lin, enlève enfin ses lunettes noires devant un grand miroir, révélant des yeux vifs, tandis qu'un écran plat diffuse silencieusement les nouvelles économiques africaines. Son majordome, Mamadou, en boubou sombre, pose un plateau de café et soupire. « Patron, ce jeu-là va finir par te coûter cher. Une femme qui t'aime pas pour ton argent, ça existe encore? » Kofi sourit, mélangeant son café d'un geste lent. « Si elle m'aime en pensant que je suis pauvre, là, c'est vrai amour. Si je reste milliardaire aux yeux du monde, je trouverai jamais. » Un bref instant, le vrombissement lointain des mototaxis franchit les murs, rappelant à Kofi que, dehors, la ville bouillonne d'une autre réalité. En fin de matinée, dans le bureau climatisé d'une fondation humanitaire aux murs tapissés de photos d'action en brousse, Kofi, de nouveau affublé de ses lunettes noires et de sa canne, est assis face à une table en formica. À côté de lui, un dossier épais portant son nom est soigneusement fermé, cachant sa véritable identité, tandis que le bruit lointain d'un générateur ronronne. La directrice, une femme imposante en wax rouge, explique. Nous cherchons des volontaires pour le centre médical de Yopougon. C'est dur, hein? Faut avoir le cœur solide. Une jeune infirmière, Aminata, en blouse légèrement froissée, chignon serré et regard franc, l'observe curieusement. Moi je dis, un aveugle qui veut aider,
Il est plus courageux que ceux qui ont leurs 2 yeux et qui restent à la maison. Lâche-t-elle, arrachant à Kofi un léger sourire qu'il cache en baissant la tête. À midi, le centre médical de Yopougon déborde d'agitation, les murs décrépits aux peintures écaillées, résonnant des pleurs de bébés et des conversations en nushi, tandis que le soleil tape dur sur la tôle ondulée du toit. Dans la cour poussiéreuse, Aminata guide Kofi par le bras, évitant les seaux d'eau et les bancs en bois surchargés de patients en pagne multicolores. « Ici, c'est notre guerre », dit-elle en lui mettant un masque chirurgical. Pas de balles, mais les microbes tirent sur tout le monde. Kofi se laisse conduire, touchant du bout des doigts les murs rugueux, les lits métalliques, les perfusions bancales, enregistrant chaque son, chaque souffle. Un enfant s'accroche à son boubou et demande « Tonton, tu vois pas, mais tu peux prier pour moi ?» Et Kofi serre sa petite main, la gorge serrée, surpris par l'impact de ce monde sur son cœur blindé de milliardaires. Dans une petite salle de soins éclairée par une unique ampoule nue qui grésille, l'air sent le désinfectant bon marché et la sueur, et un ventilateur rouillé tourne paresseusement au plafond. Aminata désinfecte une plaie sur le bras d'un jeune conducteur de Gebaka, pendant que Kofi, assis sur un tabouret, plie des compresses avec une application maladroite. « Tu t'en sors bien pour quelqu'un qui voit pas », plaisante-t-elle, ses yeux pétillants au-dessus de son masque. Il répond en riant doucement. « Quand on voit avec le cœur, on rate moins, non ?» Elle s'arrête un instant, touchée, puis lui confie à voix basse « Moi, j'ai pas besoin d'un prince charmant en 4x4, je veux juste un homme vrai, même s'il est pauvre. » Ces mots frappent Kofi de plein fouet, et il serre les compresses un peu trop fort, réalisant que sa mascarade se rapproche dangereusement de ce qu'il recherche. En fin d'après-midi, le ciel se couvre de nuages lourds au-dessus du centre et un tonnerre lointain gronde tandis que le courant se coupe brusquement, plongeant les couloirs dans une semi-obscurité orangée où seules quelques bougies vacillent. Les cris montent lorsque 2 hommes blessés, portés depuis un accident de moto, sont déposés à même le sol, leurs vêtements maculés de sang et de poussière. Aminata, haletante, ordonne « Mettez-le sur la table là, vite !» À tâtons, elle cherche une lampe torche, mais les piles sont mortes et le générateur refuse de démarrer. Sentant la panique, Kofi se lève, se débarrasse discrètement de sa canne et se déplace avec une assurance inattendue, renversant une chaise au passage pour faire croire à un hasard, tout en repérant la source de la fuite de carburant du générateur par l'odeur forte qui emplit la pièce. Dans la petite cour arrière détrempée par une pluie soudaine, le générateur englué de boue gît à côté d'un bidon de carburant renversé, tandis que la pluie bat sur les tôles et que des éclairs déchirent le ciel gris. Aminata, trempée, lutte avec le cordon du groupe électrogène en maugréant, alors que Kofi, feignant toujours la cécité, se tient près d'elle, les vêtements plaqués contre son corps musclé. « Laisse, Aminata, dis-moi seulement où est le bouton ?» propose-t-il, mesurant chaque pas. Elle le regarde, hésite, puis guide sa main sur le métal froid, surprise par sa précision quand il trouve rapidement le bouchon mal vissé. « On dirait que tes mains voient mieux que les miennes », souffle-t-elle, pendant que le générateur tousse puis rugit enfin, renvoyant un grondement de vie dans le centre plongé dans le chaos. La nuit tombée, dans une petite buvette de rue éclairée par des guirlandes électriques multicolores, le bitume encore humide reflète les phares des taxis qui klaxonnent au loin. Aminata et Kofi sont assis côte à côte sur un banc en bois, partageant un bol de garba enveloppé de papier journal, tandis que la radio diffuse une vieille rumba congolaise. « Tu sais, aujourd'hui tu as sauvé des vies », dit-elle en lui tendant un morceau de poisson, ses doigts frôlant les siens. Il avale difficilement, pris entre la tendresse du moment et le poids de son mensonge. Ce centre m'a ouvert les yeux, même si mes yeux sont fermés. Elle rit doucement, puis baisse la voix. Si je devais choisir entre un riche menteur et un pauvre sincère, je choisis la vérité, même avec la faim. Ces paroles résonnent comme une menace douce qui fissure sa carapace de milliardaire caché. Le lendemain, à l'aube, le ciel d'Abidjan se teinte de rose pâle au-dessus du port brumeux et un quai industriel grouille déjà de dockers, de conteneurs colorés et de grues grinçantes. Dans un bureau vitré surélevé, avec vue plongeante sur le va-et-vient des camions, Kofi, en costume sombre sans ses lunettes, supervise la signature d'un important contrat d'exportation avec des partenaires étrangers aux costards impeccables.
Monsieur Mensah, avec cet accord, vous devenez l'homme le plus puissant de la côte, lance l'un d'eux en rangeant ses papiers dans une mallette en cuir. Kofi reste pensif, le regard perdu vers les silhouettes minuscules des travailleurs. Puissant, oui, mais est-ce que ça remplit le cœur? Quand il quitte la pièce, le silence l'envahit, seulement troublé par le cri lointain des mouettes et le cliquetis de son stylo, et l'image d'Aminata recouvre l'horizon de conteneurs. Un peu plus tard dans la matinée, dans une loge discrète d'un temple traditionnel au cœur d'un vieux quartier, l'odeur de l'encens se mêle à celle des herbes séchées accrochées au plafond. Une prêtresse âgée en pagne indigo, parée de colliers de cauris, jette des cailloux blancs sur une natte tressée devant Kofi, de nouveau masquée par ses lunettes noires. Des tambours sourds résonnent faiblement dehors, comme un cœur qui bat dans les entrailles du quartier. « Tu caches tes yeux, mais les ancêtres voient ton mensonge », murmure-t-elle, ses doigts tremblants suivant le dessin formé par les cailloux. Kofi serre les poings. Si je lui dis la vérité, elle va croire que je me moque d'elle. Si je me tais, je la trahis chaque jour. La prêtresse lève un regard perçant et tranche. Le vrai amour ne marche pas dans l'ombre, mon fils. Si ton cœur bat pour elle, prépare-toi au feu. L'après-midi brûlant fait vibrer l'air au centre de Yopougon, où la cour est bondée de patients abrités sous un auvent en tôle, tandis que des vendeuses ambulantes passent avec des bassines de beignets et de sachets d'eau glacée. Kofi, assis sur un banc, écoute les murmures, reconnaît le pas d'Aminata qui s'approche, ses sandales claquant légèrement sur le ciment. « J'ai une surprise pour toi », annonce-t-elle avec un sourire qu'il devine dans sa voix, avant de lui nouer doucement un petit gris-gris en cuir au poignet. « C'est pour te protéger, toi qui marches dans la nuit », explique-t-elle. Il caresse l'amulette, bouleversé, et se penche vers elle. « Aminata, si un homme te ment pour te tester, tu peux lui pardonner ?» Elle fronce les sourcils, la joie se figeant un peu. « Tester comment? L'amour, ce n'est pas un examen. » En soirée, dans une salle de prière simple attenante au centre, éclairée par des bougies et quelques néons fatigués, des chants en chœur montent vers le plafond taché d'humidité. Kofi et Aminata sont assis au dernier rang sur un banc en bois, entourés de fidèles en boubou colorés, tandis qu'un pasteur prêche sur la sincérité du cœur, sa voix résonnant sous la tôle. Dieu déteste le mensonge, même travesti en bonne intention, clame le pasteur, et chaque mot frappe Kofi comme un coup de poing. Il se tourne légèrement vers Aminata. « Et si je n'étais pas celui que tu crois ?» Elle sourit avec douceur, croyant à une simple inquiétude. « Tu es l'homme qui aide sans voir, c'est suffisant pour moi. » Ces mots l'enchaînent autant qu'ils le libèrent, et il sent que l'heure de la vérité approche comme l'orage qui gronde au loin. La nuit suivante, dans une rue étroite derrière le centre, éclairée seulement par une lune blanche et quelques feux de bois où des vendeuses grillent du poisson, l'atmosphère se charge de tension. Blaise et ses deux amis, désormais vêtus de vêtements un peu plus propres, s'avancent vers Kofi qui marche seul, canne en avant. « Vieux père, on veut te parler », lance Blaise, sa voix moins arrogante qu'autrefois, mais teintée d'une angoisse réelle. Des gars du quartier veulent te braquer. Ils pensent que t'es un blanc-noir riche qui joue aux pauvres aveugles, explique-t-il en regardant autour de lui. Kofi serre la poignée de sa canne, qui renferme discrètement un bâton télescopique. Alors, ce soir, on ouvre bien grand les yeux. Tous. Les flammes des braises dansent sur leurs visages, annonçant une nuit d'affrontement dans les entrailles du quartier. Un peu plus tard, dans la même rue maintenant plongée dans une obscurité presque totale après une coupure de courant, seules quelques ampoules de fortune alimentées par des batteries éclairent faiblement des silhouettes tapies dans l'ombre. Une bande de 6 hommes armés de machettes et de barres de fer s'avance vers Kofi, Aminata qui la rejoint par hasard, et les 3 jeunes, tandis qu'un poste radio lointain crache un zouglou distordu. « Donnez tout, personne se blesse », grogne le chef, un grand gaillard au visage barré de cicatrices. Aminata tremble mais se place instinctivement devant Kofi. « Laissez-le, il est aveugle !» Dans un mouvement fulgurant, Kofi glisse à côté d'elle, lâche sa canne qui se déploie en bâton et assène un coup précis sur le poignet du chef, le désarmant sous les regards médusés, prouvant d'un seul geste que ses yeux n'ont jamais été dans l'ombre. Toujours dans la rue,
transformés en champs de bataille improvisés, des cris, des bruits de métal heurtant le sol et des gémissements résonnent entre les murs décrépits, tandis que des voisins curieux observent derrière leurs rideaux.